Effigie est aujourd'hui à Paris pour rencontrer Maître Nicolas de Sapalix, avocat au barreau de Paris. Entre plaidoirie, analyse des dossiers et déplacement jusqu'aux tribunaux, la vie de Nicolas de Sapalix est à 100 à l'heure. Spécialiste du droit des étrangers, il nous emmène à sa rencontre dans les coulisses d'une journée d'un avocat. Alors le programme aujourd'hui, ça va être finir mon café. Ensuite aller au tribunal judiciaire pour une audience en juge unique correctionnel à 9 h. Ensuite en profiter pour faire quelques démarches et aussi je vais passer un service qu'on appelle P12, faire quelques démarches au palais, ensuite au tribunal. Ensuite faire quelques démarches au palais de justice, l'île de la Cité, revenir, préparer des pièces pour l'audience du tribunal administratif cet après-midi, aller au tribunal administratif, faire l'audience, revenir, continuer à travailler sur les dossiers en cours. Ça va être une journée normale. Normal. C'est rare qu'on s'ennuie. Et pourquoi tu as cette spécialisation-là en droit d'étranger, en asile? Faut savoir que j'ai grandi, une partie de mon enfance, je l'ai faite à Calais. Donc en fait, j'ai été à l'époque de Sangatte, fermeture de Sangatte, donc j'étais assez rapidement sensibilisé à tout ce qui était la situation des étrangers, des demandeurs d'asile, des exilés, et qu'après, dans mon éducation, on m'a toujours appris qu'il fallait être humain, faire preuve d'humanité, aider ceux qui en avaient le plus besoin. Et on est également dans un système qui veut que la demande d'asile aille de plus en plus vite, qu'il faut traiter de plus en plus vite. Et nous, on est dans une situation en termes de contentieux de l'asile, on a de moins en moins de temps pour préparer les dossiers, pour préparer les personnes. Aujourd'hui, on veut passer au juge unique parce que ça va plus vite, mais le principe, c'est la collégialité, parce qu'on juge mieux à 3 qu'on juge tout seul. Parce que ça permet de confronter les avis, d'avoir des avis différents. Puisqu'en plus, on a tout ce discours politique qui vient expliquer que les étrangers viennent pour profiter des aides sociales, profiter de la sécurité sociale, pour entre guillemets manger le gâteau des Français. Ah, ça vous me lancez, je pense qu'on y est jusqu'à dimanche. Hein, 8h05, on va pas tarder. « 8h15, ça va, on est dans les temps. » Direction le tribunal judiciaire de Paris pour l'audience juge unique correctionnel. L'audience, c'est devant une personne qui passe devant un juge unique correctionnel. Donc c'est une personne qui est poursuivie pour avoir commis des faits délictuels de faible gravité, notamment, et c'est la raison pour laquelle il est en juge unique et pas en formation collégiale. Okay. L'idée, ça va être l'audience, et à l'issue de cette audience, il y aura une peine qui sera prononcée par le juge unique, enfin le tribunal correctionnel. Nous sommes au tribunal judiciaire à Porte de Clichy, à Paris, avec Nicolas de Sapalix, et durant la matinée, l'ordre des dossiers, c'est un peu la loterie. En l'occurrence, là, il y a une suspension d'audience. Nicolas en profite pour discuter avec ses clients. C'est des grandes phases d'attente et des grandes phases de course. Là, on a attendu pendant plusieurs heures, et là, on va recommencer à courir pour être prêt, pour être à la prochaine audience où on va réattendre, bon, un petit peu moins longtemps, mais on va réattendre un petit peu quand même. L'audience s'est bien passée, on avait dans l'idée de ne pas avoir en tout cas une condamnation. Le parquet était en accord à lui-même proposer notamment une peine de travail d'intérêt général, donc oui, plutôt satisfait de l'audience. Donc là, c'est l'étape où on se remet à préparer l'audience d'après qui est exactement dans 1h40. Là, il s'agit de faire un travail, comme on dit parfois, bête et méchant, c'est-à-dire de classer les pièces, de les séparer en différents PDF et de faire un bordereau qui est une liste de pièces, et ensuite de les envoyer au tribunal pour l'audience de cet après-midi. La personne n'a rien à payer, et à la fin de notre mission, on demande ce qu'on appelle une attestation de fin de mission. On la dépose auprès de notre ordre, et c'est une indemnisation par l'État. Et on parle d'indemnisation puisque la France est un des pays où l'aide juridictionnelle a la plus basse valeur. C'est là une audience correctionnelle, je ne sais plus le montant exactement, mais je crois qu'on doit être à 370 ou 380 €. Vous retirez, on va dire, avec tous les frais de fonctionnement, à peu près 65-70% de ce que je vais toucher.
étrangers. Avocat en droit des étrangers, ça consiste notamment tout ce qui va concerner le contentieux des obligations de quitter le territoire français, le regroupement familial, les expulsions, les demandes de titre de séjour. Ça peut également concerner la rétention, mais c'est un petit peu à côté. Ça va concerner en quelque sorte tout ce qui régit le droit au séjour des étrangers sur le territoire français, leur famille, faire venir leur famille, et aussi toutes les mesures d'éloignement. Alors, journée type, généralement, j'arrive assez tôt le matin pour profiter de cette période qui est plus calme que les autres, où on peut travailler les dossiers. À partir de 9h-10h, soit il y a des audiences, soit il y a les appels qui débutent, les mails auxquels il faut répondre, les préparations de dossiers. Et après, la journée s'enchaîne entre des rendez-vous, des audiences. Je reste jusqu'à, on va dire, aux alentours de 20h. C'est un métier passion. Avocat, globalement, c'est un métier, enfin, moi, je pense que c'est un métier passion. Et surtout dans des matières comme le droit des étrangers, le droit d'asile, le droit pénal, on tient sur la longueur, notamment parce qu'on a la passion. Et plus largement, c'est quoi le rôle d'un avocat dans la démocratie française aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2023, le 24 mars? Alors, on dit souvent que l'avocat, c'est un peu le grain de sable. C'est un peu le grain de sable, c'est le grain de sable dans le rouage, qui vient justement rappeler qu'il y a des libertés fondamentales, qui vient rappeler qu'il y a des droits, que ceux-ci doivent être respectés. On le voit aussi également en ce moment avec les manifestations, avec les centaines de personnes qui sont interpellées, les personnes qui sont déférées en comparution immédiate alors que les charges sont quasiment inexistantes, avec des dossiers bâclés. C'est l'avocat, c'est notre rôle en tant qu'avocat, c'est de venir dire lorsque notamment il y a des abus, lorsqu'il y a des procédures qui sont irrégulières, lorsqu'il y a des droits qui ne sont pas respectés. Quelles sont vos méthodes pour s'informer continuellement et est-ce que votre leitmotiv c'est la curiosité? Lorsqu'on est en droit d'asile, nécessairement on va s'intéresser à des pays qu'on ne connaissait pas avant. Parce qu'ils ne sont pas étudiés à l'école, ils sont pas étudiés, on ne s'y intéresse pas dans notre vie de tous les jours. Et lorsque par exemple on va avoir un dossier qui concerne la Guinée-Conakry, le Sierra Leone, l'Afghanistan, on va aller lire des rapports publics, des articles de journaux, on va aller lire des livres écrits par des spécialistes qui sont rendus sur place, qui ont étudié le pays, les questions. Mais il faut avoir cette curiosité, parce que le droit d'asile, parler d'une histoire qui a eu lieu dans un autre pays, il faut nécessairement connaître ce pays, sa société, son histoire, sa géographie. L'idée de contacter deux interlocuteurs de premier plan. Arthur Desnouveaux, survivant du Bataclan, et Xavier Noguera, avocat de Mohamed Amri, l'un des deux hommes qui, la nuit des attentats, a ramené Salah Abdeslam en Belgique. Moi, je suis en désaccord avec l'idée qu'il y a des personnes qui sont indéfendables. Tout le monde a le droit d'être défendu, tout le monde peut être défendu. Pour moi, il n'y a pas d'indéfendable. Après, c'est un peu la question qu'on pose souvent aux avocats. Comment défendre telle personne? Comment défendre telle personne? On se rappelle du procès Boucher-Bontemps, notamment comme avocat, notre ancien confrère Badinter. Tout le monde est défendable. La seule question qui se pose, c'est pas finalement est-ce qu'on pourrait défendre tout le monde, c'est est-ce qu'on pourrait défendre tout. Parce que la question qui se pose, quels que soient les actes pour lesquels une personne est poursuivie, c'est pas la difficulté n'est pas de défendre cette personne, c'est qu'est-ce qu'on va avoir à défendre. Comment on fait déjà pour défendre tout le monde? Déjà, on estime que par humanité, tout le monde a le droit d'être défendu et que c'est notre rôle d'avocat d'être là. Souvent, il y a parfois des dossiers, s'il n'y a pas d'avocat, il n'y a plus personne. C'est notre rôle, c'est pour ça qu'on prend la robe aussi, c'est pour défendre tout le monde, mais ça ne veut pas dire qu'on défendra toutes les positions. On part au tribunal administratif de Montreuil. Là, au tribunal administratif, c'est un autre contentieux. Ça connaît les décisions de l'administration pour estimer si elles sont légales ou pas. Et là, en l'occurrence, on va à une audience suite à un recours qui a été introduit contre une obligation de quitter le territoire français. L'ambiance, ça n'a rien à voir. C'est totalement différent, le tribunal administratif et le tribunal judiciaire. Étant donné que déjà on est en procédure écrite là où la procédure pénale est plutôt une procédure orale. On ne prépare pas exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'une audience au tribunal administratif, vu que tout est déjà à l'écrit, on sait déjà à peu près les arguments qu'on va soulever, sur lesquels on va insister, et vraiment sur une question de légalité de l'acte ou pas. Donc ça veut dire que notre but là à nous, c'est que le juge prononce l'illégalité de la décision de l'administration qu'on attaque.
Là, on est au tribunal administratif de Montreuil, où notamment au cours de l'audience, on va soutenir l'illégalité de la mesure d'éloignement, de l'obligation de quitter le territoire français qu'on a attaqué par un recours et où, dans une semaine, 15 jours, après l'audience, on aura le jugement qui estimera le recours bien fondé ou non et donc l'illégalité ou non de la mesure qu'on a attaquée. Du coup, là, vous sortez de l'audience. Quel bilan vous pouvez en faire? Le bilan, c'est que là, on est dans une situation où l'administration avait 8 mois pour produire la décision, que là, le tribunal a donné une semaine supplémentaire à la préfecture pour produire la décision. Évidemment, c'est pas ce qu'on espère quand on vient à l'audience, mais c'est un pouvoir du juge, c'est son pouvoir d'instruction, on ne peut pas s'y opposer. Non, on espère qu'à la fin de cette semaine supplémentaire, la préfecture n'aura pas produit cette décision. Maintenant, c'est direction recabinet. Hop.